le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Radioactive animée par le collectif antinucléaire 13. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. La demi-heure radioactive a lieu les 2e et 4e mardis du mois à 14h en direct. Et vous pourrez retrouver nos dernières émissions sur le site de Radio Galère. Considérant que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles des catastrophes à venir, nous croyons qu'il est de notre devoir impératif de nous informer, mais aussi d'agir. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Aujourd'hui, nous avons un invité, Max du collectif Bure Zone Libre. Max, tu es là ? Est-ce que Max nous entend ? Oui, je vous entends, mais ça grésille fort. Alors, pour toi, ça grésille fort, et puis moi, je t'entends pas bien. Ah. Attends, on va regarder ce qu'on peut faire en technique. Tu peux essayer de te rappeler avec un portable ? Oui, alors on peut essayer comme ça. Donc tu lui donnes le numéro, ouais, comme ça je vais donner 2 ou 3 infos entre temps. Donc au Japon, il y a des choses qui sont en train de se passer, qui sont intéressantes. Depuis un an, on avait fermé après le début de la catastrophe de Fukushima, on avait fermé, enfin le gouvernement japonais avait fermé les 54 réacteurs en exploitation au Japon. Et donc depuis un an, le Japon produisait de l'électricité sans absolument aucun nucléaire. Depuis le mois de juin, le gouvernement a décidé de réouvrir 2 réacteurs sur la côte est du Japon, la centrale de Oi. Et tous les vendredis, les Japonais manifestent en grand nombre à Tokyo, c'est-à-dire des manifestations de l'ampleur de 200 000 personnes dans les rues, pour dire leur volonté, pour imposer au gouvernement, pour essayer d'infléchir sur le gouvernement, de ne pas réouvrir les réacteurs nucléaires au Japon. Toujours par rapport au Japon, je vous conseille vivement la lecture d'un ouvrage qui s'appelle L'archipel des séismes. Ce sont les écrits du Japon après le 11 mars 2012. C'est aux éditions Piquier-Poche. Et il y a un certain nombre de textes d'écrivains, de chercheurs, de philosophes japonais qui s'expriment sur la catastrophe de Fukushima. On se rend vraiment compte qu'il y a une prise de conscience très 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 forte au Japon. Et c'est vraiment à souligner que des manifestations d'une ampleur de 200 000 personnes à Tokyo, c'est pratiquement du jamais vu. Bien, donc alors, en attendant que Max, qu'on arrive à joindre Max, je voulais revenir, c'était un des sujets de conversation qu'on allait avoir avec lui, parce qu'il a été, il participait au week-end des 22 et 24 juin dernier, qui a eu lieu à Chéfresnes, qui est dans la Manche. Il y a eu un week-end de résistance contre la construction d'une ligne à très haute tension qui ira de l'EPR, qui est en construction donc dans le nord du alors je mélange, je ne sais pas si c'est la Manche ou le Cotentin, que les Normands m'excusent, enfin qui est tout en haut de la botte et qui ira jusque dans le Maine. Et en fait, il y avait des actions qui étaient prévues le dimanche contre cette ligne THT, aussi des manifestations. Et la répression policière a été extrêmement forte. Donc je vais vous lire
Je vais vous lire quelques passages d'un texte qui a été écrit par le groupe médical autogéré. Ce sont donc des militants du camp et des résistants qui avaient formé un groupe de médical autogéré. Ils ont écrit un texte à la suite de ça et je voulais, voilà, je vais vous en lire quelques passages. Comment ? Est-ce qu'on a... On a réussi à joindre la personne. Okay. Bon, d'accord. Donc Max, tu m'entends maintenant ? Par contre, j'entends pas Isabelle. Tu entends toujours mal ? Ouais, je t'entends pas très très bien. C'est un peu mieux que tout à l'heure quand même. Attends, donc... Qu'est-ce que... J'aimerais bien... Parce que, en fait, moi, j'entends pas ce qui... On va y arriver, Les petits ajustements techniques. Oui. Ah ben voilà, ça y est, moi je t'entends vachement bien. Donc j'étais en train de commencer à lire le texte du groupe médical de chez Fresnes. Que tu as reçu probablement sur les violences policières, mais comme tu étais présent, c'est beaucoup plus intéressant de t'entendre parler de voilà. Donc j'ai un peu présenté le contexte déjà de la ligne à très haute tension de l'EPR et j'en étais à ce qui s'est passé le dimanche 24 avec effectivement les violences policières auxquelles toi tu as assisté directement, donc tu vas pouvoir nous en parler si tu veux bien. Ok, bah oui, donc ça, ce qu'on voit sur tous les théâtres, on va dire, de lutte antinucléaire, c'est que dès que, on va dire, des méthodes radicales manifestants se mettent en place pour se faire entendre, même si à la base elles sont pacifiques, la violence de l'État se met tout de suite en place. Et c'est ce qu'on a vu au chez Fresnes. Et c'est encore plus criant quand on sait qu'il y avait un cortège vraiment pacifique avec les personnes âgées, les enfants, etc., qui s'est fait gazer sans sommation aussi à proximité de la route principale du chez Fresnes. Donc il y avait effectivement un groupe de manifestants qui portait, je crois, une banderole arrêt immédiat du nucléaire et qui donc sans sommation se sont fait effectivement gazer. Et puis il y avait un autre groupe qui essayait, je crois, de bloquer une route. Et alors là, ça s'est quand même vraiment très très mal passé parce qu'il y a eu des blessés. Tu y étais toi là ou... Oui, on y était. Ouais, c'était donc c'était un groupe qui devait aller sur un autre point de la même route. Et qui était fermement décidé à passer malgré un barrage de gendarmes mobiles dans un champ. Donc les CRS, les gardes mobiles ont chargé directement et ont utilisé énormément de gaz lacrymogène, mais surtout des bombes assourdissantes qui ont la particularité de lâcher des éclats métalliques en fait quand elles explosent. Et ces éclats métalliques pénètrent les chairs assez profondément, c'est-à-dire que les personnes qu'on a reçues ne peuvent pas les faire retirer à l'hôpital. Et les gardent à vie. Donc ce sont vraiment des armes mutilantes, ce ne sont pas des armes de dissuasion comme pourrait être le lacrymo, c'est vraiment de l'arme mutilante. Donc c'est vraiment... on voit bien le message de l'État à travers l'utilisation de ce genre d'armes. Enfin, c'est des armes, c'est pas des... Oui, alors donc du coup là, je vois aussi dans le texte de l'équipe médicale qu'il y a eu des blessés, donc 2 personnes blessées à l'œil avec des traumatismes crâniens, parce qu'en fait les grenades ont été jetées directement sur les gens. Oui, voilà, en fait, c'est des choses qui doivent être lancées soit en cloche pour qu'elles explosent en hauteur, soit jetées au sol. Et là, par exemple, le camarade qui a eu une grenade qui lui a explosé à côté du visage, ça peut montrer qu'elles ont été lancées en tir tendu, c'est-à-dire que les personnes, les flics ont directement visé à tir tendu la personne. Ouais, ce qui est strictement ce qui est formellement interdit. Oui. Vraiment dans la déontologie de la police, mais bon. Oui, enfin, ils s'en passent. Ouais. Et après, on nous explique aussi, il y a une jeune fille qui a témoigné aussi,
donc elle a eu des éclats dans tout le corps, dont, enfin, quelque chose qui est pour une femme en tout cas tout à fait invraisemblable, c'est qu'elle a eu des éclats jusque dans le vagin. Enfin, c'est quand même des choses. Ça veut dire que quand ça explose, ces trucs-là, ça fait vraiment des dégâts. Ah oui, c'est des armes mutilantes, vraiment. La France aime bien faire des beaux discours sur les mines antipersonnelles, etc., dans des pays lointains. Mais sur son propre territoire, contre les citoyens de son pays, elle est capable d'envoyer des armes mutilantes contre des manifestants qui vont pas dans le sens de la République. Et vu que notre République est pro-nucléaire et que c'est son cheval de bataille, enfin sa fierté, ben voilà ce que ça donne. Et ils n'hésitent pas à mutiler les gens qui ne sont pas d'accord avec la politique nucléaire en France. Parce que là, on a quand même l'impression qu'on touche même au nerf du problème. Hein. Le nucléaire, c'est vraiment, on sent bien que c'est quelque chose d'extrêmement sensible. En plus, bon, c'était pas, il y avait 500 personnes dans ce camp. C'était pas, enfin, on voit pas comment la République, l'État a été si menacé que ça pour intervenir de cette façon-là. Ça semble complètement disproportionné. Je sais pas ce que... La France a fait passer le nucléaire comme un intérêt stratégique de la nation, ce qui permet beaucoup plus de répression en fait contre les opposants au nucléaire. C'est-à-dire que sur des procès, par exemple, les peines de prison tombent, alors qu'avant il n'y avait pas de peine de prison. Et vu qu'aujourd'hui, en s'attaquant au nucléaire, on s'attaque à un intérêt stratégique de la nation, les tribunaux peuvent se permettre de mettre de la prison envers les militants antinucléaires et dans les manifestations, du coup ça leur donne beaucoup plus de droits pour gazer, taper et envoyer les genres de saloperies qu'ils ont mis au chef-ren. Je vais juste... Ils ont blessé 25 personnes quand même, 25 personnes en 45 minutes, c'était d'une violence extrême. 25 personnes blessées gravement, on peut le dire, très très rapidement. Et après, toujours dans ce texte, on explique que la préfecture a volontairement saboté l'arrivée des véhicules médicalisés sur le camp. Les consignes étaient... On voit sur une photo d'Ouest France, donc le quotidien du Grand Ouest, on voit les deux véhicules de pompiers qui sont bloqués derrière les gendarmes en contrebas du camp. Donc il a fallu attendre 1h30 que les secours arrivent. Oui, ça laisse un peu sans... Ouais, ça laisse... Et ensuite, on nous explique aussi que le médecin du SAMU a été harcelé par le chef de cabinet de la préfecture afin de fournir les identités des blessés et leur hôpital de destination. Et que des employés de l'hôpital d'Avranches ont sciemment communiqué avec la gendarmerie, préférant, je cite, être indique plutôt que soignant. Ah bah ça c'est le comportement humain malheureusement d'un point à l'autre, parce que normalement le secret médical les oblige à taire en tout cas l'identité des personnes, tout au moins pendant la période de sang. À Avranches en effet ils se sont pas gênés pour donner les noms tout de suite. Ça rappelle des moments de l'histoire et puis et en plus enfin j'allais dire l'ironie du truc, c'est que là on est avec les nouvelles forces de l'ordre, les nouvelles entre guillemets forces de l'ordre entre guillemets de gauche, c'est-à-dire avec un ministre écologiste dans le gouvernement, donc enfin de gauche, de droite, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre eux. Enfin, le PS est pro-nucléaire, on le sait. Mm-hmm. Les Verts, je pense que c'est plus des postes qu'ils cherchent qu'autre chose. Donc, il n'y avait pas de raison que ça change entre un gouvernement de droite et un gouvernement de gauche. Les intérêts restent les mêmes et développer le nucléaire à l'échelle internationale, ça reste leur priorité. Donc, ils ne vont pas laisser les troubles faits que nous sommes... leur gâcher la fête, justement. Ouais, absolument. Bon, de toute façon, ça c'était le premier volet. Je voulais qu'on reparle ensemble vraiment de ce week-end où on a vraiment constaté la détermination de la police à cogner. Hein. Vraiment, je crois que c'est ce qu'on peut dire. Et alors, il y a un deuxième volet. C'est toi, tu fais partie du collectif Bure Zone Libre.
Donc c'est une autre façon de résister au nucléaire. Et je voulais un peu que tu nous expliques, parce que nous, ici à Marseille, on a plein de trucs. On a Cadarache, on a Marcoule, on a Tricastin, mais donc on a aussi des problèmes, des questions d'entreposage de déchets, mais que tu nous expliques voilà, ce que c'est Bure, ce que vous faites, pourquoi, comment, à quoi ça sert, etc. Alors Bure, Bure, c'est surtout l'emplacement pour l'instant d'un laboratoire, le laboratoire de l'ANDRA, qui est l'agence qui gère les déchets radioactifs en France. Donc s'ils sont arrivés à Bure, c'est après un long cheminement en fait, qui a démarré dans les années 80. Ils ont cherché différents sites d'implantation, un petit peu partout en France. Ils se sont fait, on peut dire, expulsés par les populations partout, en fait, vraiment partout. Donc en 91, il y a eu une loi qui a été votée, la loi Bataille sur la gestion des déchets nucléaires. Et donc pour se présenter dans les collectivités locales, il parlait alors de laboratoires et plus de sites d'enfouissement. C'est-à-dire qu'il prévoyait de faire 4 laboratoires en France, donc dans l'argile, dans le granit, dans les schistes et je ne sais plus quelle autre roche. Et donc là à Rebelote, en fait, dont dans le Gard à Marcoule, il y avait un site qui était prévu aussi là-bas. Il y a eu des grosses pressions de la population, donc ils sont partis de toutes ces régions, sauf à Bure. Parce que Bure, c'est le sud de la Lorraine, il y a à peu près entre 6 et 8 habitants au kilomètre carré. Donc du coup, une opposition beaucoup moins forte du fait d'une faible population. Donc du coup, ils ont foncé, ils se sont installés à Bure. Donc la décision a été prise en 1994, le laboratoire a été construit en 1999. Depuis, il fonctionne. Et aujourd'hui, on arrive à une étape, donc ils ont lancé la phase industrielle de conception du centre d'enfouissement. Alors donc les gens qui s'opposaient dès le départ en 1994 avaient bien compris qu'accepter un laboratoire, c'était aussi accepter le centre d'enfouissement. Même si la loi disait qu'accepter un laboratoire n'était pas accepter le site d'enfouissement. Aujourd'hui, on est devant le fait, voilà, ils veulent construire leur site d'enfouissement. Mais pour l'instant, rien n'est commencé. D'où notre présence encore au jour le jour à Bure. Et c'est pour enfouir quoi alors ? Alors, à Bure, là c'est vraiment ce qu'on peut appeler le gros lot. Ouais. On a ce serait pour les déchets HA et MAVL, donc c'est haute activité et moyenne activité à vie longue. Donc les hautes activités, c'est tout ce qui est résidus de combustible et résidus, donc les cendres en fait qu'on trouve dans les fonds de réacteurs, et les résidus de vitrification des déchets à la Hague. Donc c'est une radioactivité terrible, c'est des téras ou des pétabécrels, donc c'est vraiment quelque chose d'énorme, c'est pas par gramme. Donc en France, les HA, ça représente 0,2% de l'ensemble des déchets radioactifs en France. Ouais. Par contre, ça représente 94% de la radioactivité de tous les déchets. Donc une très faible quantité, mais une radioactivité incroyable. Et les moyennes activités, c'est tout ce qui est gaines en fait qui retiennent le combustible en fait dans les barres qui plongent dans les réacteurs. Donc c'est tout ce qui entoure le combustible à l'intérieur des réacteurs. Donc ça représente à peu près 3% des déchets qu'on trouve en France et 4% de la radioactivité totale. Ce qui fait que pour 3,2% au total de tous les déchets de France, on a 98% de la radioactivité. C'est vraiment des déchets terriblement dangereux. Et radioactif pour des centaines de milliers d'années. Oui, c'est ça, on peut dépasser l'entendement. Il y a même l'uranium 238 qui décroît, dont la radioactivité décroît de moitié en 4,5 milliards d'années. Hein. On est vraiment dans des ouais, ça dépasse l'entendement. C'est nous quelque chose qui nous gêne dans le discours des ingénieurs de ce laboratoire, c'est d'être capable en fait de pouvoir faire des prévisions sur 2 millions d'années. Alors qu'on n'est pas foutu de savoir comment ils ont construit les pyramides en Égypte, eux sont capables de dire que leurs installations vont pouvoir résister. Et, ils vont savoir comment ça va évoluer sur des millions d'années. Ça, c'est un des gros points de mésentente qu'on a avec eux. Donc en fait, ils vont mettre tout ça à 500 mètres, je crois, sous terre, dans des espèces de souterrains, de espèces de labyrinthes. Des galeries, avec des alvéoles. Des galeries. Et des chambres de stockage. Et après... Mais il y a une autre surprise qui est venue avec... pareil, la population locale commence à s'en rendre compte petit à petit. Parce que quand on leur a vendu le laboratoire, donc ça devait être qu'un laboratoire, aujourd'hui ils se rendent compte que l'enfouissement des déchets, ce sera à Bure ou nulle part.
Et l'ANDRA, en fait, dans les plans qu'elle a fournis sur ces installations, a posé aussi 3 installations de surface, qui n'étaient pas prévues du tout au départ. On parlait d'un site souterrain, on n'a jamais parlé d'installation en surface, et pourtant en surface, il y aura 3 installations nucléaires de base. Donc une installation nucléaire de base, c'est surtout quelque chose qui est autorisé à rejeter de la radioactivité dans l'environnement. Donc il y aura un site de stockage pour que les déchets refroidissent avant de les descendre dans le souterrain. Il y aura une usine pour reconditionner ces déchets, pour les mettre au format alvéole. Et un puits de ventilation qui sera directement relié au souterrain et donc qui lui crachera à tous les radionucléides en excès dans le souterrain. Donc ça, c'est quelque chose qui nous inquiète terriblement ici. Et donc, les scientifiques, il y a certains scientifiques qui disent oui, ça va, la roche tiendra, il n'y a pas de souci. Et puis, il y en a d'autres qui disent non, mais là, il y a des nappes phréatiques, il y a de la. Hein, parce qu'on a vu ça dans le centre de déchets en Allemagne, où ils ont enfoui des déchets, et puis en disant non, ça tient ça tiendra. Et puis en fait, il y a le sel, il y a des nappes phréatiques avec du sel, ça a commencé la corrosion des fûts, et maintenant il y a des fûts qui flottent, ils savent pas comment s'en sortir. Donc je crois qu'à Bure, il y a des scientifiques qui disent aussi attention, ça va pas, quoi. Oui, il y a plusieurs scientifiques. Il y a eu Monique Sonnet, même si aujourd'hui elle a un discours un peu plus nuancé, on va dire. Il y a eu un institut américain aussi qui a analysé toutes les conclusions de l'ANDRA en leur disant qu'ils faisaient de très bonnes recherches, mais que par contre sur l'interprétation des résultats, tout allait en faveur en fait de l'implantation du site à Bure. C'est-à-dire que tous les points positifs, il les garde et tous les points négatifs, il les néglige. Mais le but de l'enfouissement des déchets à Bure, c'est pas de trouver une solution pérenne pour l'enfouissement des déchets. C'est surtout de trouver une solution pour les déchets pour que l'industrie nucléaire puisse continuer à produire. Parce que pour l'instant, le principal problème du nucléaire, en dehors des dangers d'une centrale qui explose, etc., c'est la gestion des déchets. Et donc faire un trou à Bure et mettre les déchets dedans, ça permettrait à EDF de dire regardez, les déchets, on sait quoi faire avec, on continue. Donc ça aussi, c'est tout à fait. Un de nos axes d'attaque contre ce projet, l'industrie nucléaire en général. Parce qu'en fait, il y a aussi une autre question qui est presque une question éthique. Hein. Enfin, moi, ça m'avait vraiment frappé de voir le film Into Eternity qui parle du centre d'enfouissement en Finlande, hein, qui est la même chose que ce que vous allez, j'espère, pas avoir à Bure, et sur le fait de qu'est-ce qu'on fait pour les générations futures avec ça. Est-ce qu'on le ferme? On dit plus personne ne pourra jamais y aller. Est-ce qu'on peut ressortir les fûts, les déchets radioactifs en cas de panique, ou est-ce qu'on ferme tout ça et puis on laisse faire, quoi? C'est des questions vraiment terribles. Alors pour le terme, c'est la réversibilité, donc ils ont donné un nom justement à la possibilité de revenir en arrière. On se rend compte, ils se rendent compte eux-mêmes de toute façon que c'est pas possible de revenir en arrière. Qui auraient été mis dans des alvéoles de 100 mètres de long, même s'ils peuvent les récupérer, la zone où ils auront été mis aura été contaminée, donc il n'y a pas de réversibilité au sens propre du terme. Parce que les déchets auront laissé des traces, c'est-à-dire qu'on n'enlèvera pas le même colis que celui qui a été mis en fait dans l'alvéole. Et ce serait surtout, faudrait envoyer des gens au sacrifice pour pouvoir récupérer ces déchets. Techniquement, c'est impossible. Donc du coup, aujourd'hui, ils changent la notion de réversibilité. La réversibilité aujourd'hui pour l'ANDRA, c'est de changer les politiques, savoir si on va mettre plus de déchets ou moins, ou faire différemment, pas dans telle sorte d'alvéole, mais dans telle autre sorte, etc. C'est ça qu'ils appellent la réversibilité aujourd'hui. C'est du bricolage, quoi. La réversibilité, c'est-à-dire la récupérabilité, elle est quasiment techniquement impossible. Ouais, c'est le bricolage habituel. Le directeur de l'ANDRA nous avait dit... ça fait peur, hein, ça fait froid dans le dos quand on entend ça. Donc le directeur du laboratoire nous avait dit de toute façon, une boîte de BTP, donc de travaux publics, si on lui fait le chèque, elle va chercher n'importe quoi, n'importe où. Donc voilà la haute culture scientifique de l'ANDRA. Bon. Je savais que ça allait pas être gai, mais... On est vraiment... De toute façon, on sait très bien que ces fichus déchets, quand on produit 30 à 40 kilos de plutonium par jour en France dans les réacteurs nucléaires, on voit très bien qu'on
de toute façon, ils ne savent pas quoi en faire. Quoi. Ils ne savent pas quoi en faire. Non, ça, ils savent. Alors, on nous parle de la transmutation. C'est encore... La transmutation, même aujourd'hui, les industriels du nucléaire savent qu'ils peuvent faire de la transmutation sur des doses infimes de particules radioactives, mais à échelle industrielle, ils savent très bien qu'ils n'y arriveront jamais. C'est un leurre. Ouais, la transmutation, c'est un leurre. La transmutation, c'est en bombardant avec des neutrons rapides. Enfin, je suis pas très technicienne, mais arriver à faire décroître, il me semble, la radioactivité d'un élément radioactif. Voilà, mais de toute façon, ça ne... En accélérant les transformations chimiques de l'uranium. En fait. Mais ça ne... c'est l'alchimie, en fait. C'est la version moderne de l'alchimie. Voilà, et c'est nous qui, par contre, c'est à Marcoule que va se construire le nouveau réacteur Astrid à neutrons rapides, où ils vont faire des expériences là-dessus. Et puis, voilà, donc la solution pour nous, c'est clair, quoi, c'est qu'il faut arrêter d'en produire immédiatement des déchets. Voilà, nous, c'est ce qu'on dit aussi, donc c'est prôner un arrêt immédiat du nucléaire. Après, nous, on n'est pas techniciens, donc c'est pas à nous de dire comment arrêter immédiatement le nucléaire. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas continuer à produire de déchets, on ne peut pas continuer à vivre avec le danger des centrales, des transports et tout ce qui va avec. Si on veut gérer les déchets nucléaires, il faut déjà qu'il n'y ait plus de production, que les producteurs soient écartés de ce débat sur la gestion des déchets pour pouvoir discuter sereinement en fait, de comment... de cet avenir pourri qu'est le nôtre, gérer les déchets nucléaires. Ouais. Alors comment... C'est pas en les oubliant qu'on trouvera la solution non plus. Ouais. Et comment on peut vous aider Donc vous avez une maison à Bure, c'est ça? Bure zone libre. Donc voilà, on a acheté une maison en 2005 pour pouvoir justement faire un lieu d'accueil pour tous les opposants au nucléaire de passage. Donc on peut héberger les gens, etc. Donc ça permet des discussions, des rencontres, d'organiser des actions. Nous, ça nous fait un point central aussi par rapport à la population locale. Au début, c'était assez dur parce que les gens comprenaient pas ce que les étrangers viennent faire dans le village. Maintenant, ça fait 7 ans qu'on est là, donc du coup, les gens s'habituent. Donc on essaye aussi d'être un relais d'information pour eux, pour contrer la propagande de l'Andra qui... Voilà, eux, ils ont 10 millions d'euros de budget par an pour la communication. Donc ça nous fait beaucoup de boulot, nous, en fait, parce qu'on n'a pas le même budget. Bon, donc on peut vous aider en venant, L'idéal, c'est de venir. Il faut venir se rendre compte sur place de ce qui se passe ici, parce que ici, c'est vraiment une région à la base agricole où assez vallonnée, assez jolie, etc. Et il faut voir comment ils s'implantent dans la région, en fait. Ils se développent. Il n'y a pas que ce site d'enfouissement. Ils arrivent aussi avec leur projet d'accompagnement économique, qui est en train de marquer considérablement le territoire. C'est-à-dire il y a le centre d'archives d'EDF qui est juste en face au laboratoire. Il y a une plateforme logistique de pièces de rechange de centrales nucléaires aussi à 20 km. Le CEA veut construire une raffinerie d'agrocarburants aussi à proximité. Donc vraiment, l'industrie nucléaire est en train de s'implanter en masse dans la région pour rendre inéluctable en fait la construction du site d'enfouissement. Donc c'est bien de venir sur place, se rendre compte pour pouvoir après repartir chez soi et parler de ce qui se passe ici, parce que la production des déchets nucléaires, malheureusement, on ne l'a pas choisi, mais on en est tous responsables. Donc c'est bien de venir voir ce qui se passe ici. D'accord, écoute, il y a un site internet où on peut aller... Alors voilà, pour suivre ce qu'on fait à la maison, il y a un blog, c'est burzoneblog.over-blog.com. D'accord, Burzoneblog. Et là, il y a tous nos contacts, etc. dessus. D'accord, super. Écoute, j'espère qu'on sera entendu. Puis je te remercie. Et de rien. Et à bientôt. Et le combat continue. Pour de nouvelles aventures. Allez, bon courage. Au revoir. Au revoir, Max. Bien, mais je crois qu'on a... On va essayer de continuer un peu à parler de cette thématique qui touche à beaucoup de choses, parce qu'elle touche aussi au démantèlement des centrales, au transport de produits radioactifs. Voilà. Donc, merci. Si vous pouvez contacter le collectif Antinucléaire 13, soit sur notre adresse mail collectif-antinucléaire13@orange.fr, ou allez consulter aussi notre blog collectifantinucléaire13.wordpress.com. Merci
Merci à Joachim à la technique. Et donc, on se retrouve dans 15 jours. Bon courage à nous tous. Pour la liberté de l'expression radiophonique. 88.4